Je suis dans le pays le plus mince au monde. Le Japon. Et ce n'est pas qu'une impression puisque c'est ce que les chiffres disent aussi. Le Japon affiche un taux d'obésité incroyablement bas de seulement 5,5% chez les adultes. C'est 8 fois moins qu'aux États-Unis et même 3 fois moins qu'en France. Bref, les Japonais, ils sont en forme et on va voir pourquoi. Alimentation, mode de vie et tradition jouent un rôle clé dans cette minceur hors norme. Mais est-ce que c'est vraiment les seuls facteurs qui expliquent cette différence? En faisant mes recherches, j'ai pu voir que c'était bien plus profond que ça, et que les raisons sont parfois surprenantes. Entre culte du corps et loi pour traquer les personnes en surpoids, voici la vérité sur le Japon, le pays le plus mince au monde. Je suis venu jusqu'au Japon pour vérifier si c'était vrai. Pourquoi et comment on fait au Japon pour être aussi mince? Bref, ça va être passionnant, mais d'abord, posons un peu de contexte. Parce que pour comprendre ce qu'on appelle mince, il faut savoir de quoi on parle. Au niveau mondial, il y a un indicateur, l'indice de masse corporelle, ou IMC. Il se calcule en divisant son poids par sa taille au carré. Jusqu'à un IMC de 25, on est considéré comme mince. Après, on parle de surpoids. Au-delà de 30, il s'agit d'obésité. Même si cet indice est contesté et ne prend pas en compte tous les paramètres, il permet d'avoir une première idée de la minceur d'un pays. En 2022, une personne sur 8 dans le monde était obèse. L'obésité chez les adultes a plus que doublé à l'échelle mondiale depuis 1990. Comme je vous le disais en introduction, au Japon, en 2022, seulement 5,5% de la population adulte était considérée comme obèse. Un chiffre très bas comparé à d'autres pays. Aux États-Unis, par exemple, ce taux atteint 42%. Il est de 15% en France. Et même en Corée du Sud, connue aussi pour sa minceur, il est de 7%. Et la première raison qui explique les bons chiffres du Japon commence bien sûr avec un élément clé. La nourriture. La cuisine japonaise est souvent considérée comme l'une des plus saines au monde. Et pour cause, elle repose sur des principes simples mais efficaces. Le riz est au centre de l'alimentation. Contrairement au pain blanc souvent consommé en Occident, il est moins transformé et moins calorique. Le régime japonais est aussi très riche en poissons et fruits de mer. C'est l'un des plus grands consommateurs mondiaux, avec une moyenne de 46 kg par personne et par an. C'est 2 fois plus que la moyenne mondiale. Or, le poisson est une source essentielle d'oméga 3, bénéfique pour le cœur et le cerveau. Dernier secret, les aliments fermentés. Des produits comme le miso, le natto ou encore les tsukemono jouent un rôle crucial dans la santé intestinale. Et donc ça, c'est un des nombreux éléments qui peut expliquer pourquoi ils sont si minces. Les Japonais contrôlent aussi leurs portions. Ils mangent en quantité plus réduite qu'en Occident. Le rapport calorique quotidien moyen est d'environ 2700 kcal, le plus bas des pays développés. Dites-vous qu'aux États-Unis, il atteint 3700 kcal. Et tout commence au petit déjeuner, parce qu'au Japon, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Pour vous partager un chiffre, 80% des Japonais prennent leur petit déj au quotidien, contre 34% des États-Uniens. Et en plus de ça, les produits qu'on va trouver dans le petit déj classique japonais aujourd'hui, ils sont pas forcément sucrés à tout va. Au contraire, ça va être notamment des condiments. Il va y avoir des radis, il va y avoir de la racine de lotus, des produits qui sont globalement tous bons pour la santé. Il y a évidemment du riz ou encore du poisson. Bref, on n'est pas sur de la crème chantilly, des gaufres et des crêpes à tout va. Au contraire, les Japonais mangent sain dès le début de la journée et c'est hyper important pour eux. Et d'ailleurs, tout ça, ça permet aussi d'éviter de grignoter par la suite de la matinée. Alors là, je suis devant un petit déjeuner qui est très complet. Les Japonais vont clairement pas manger tout ça. Comme je disais, ils vont manger plutôt du poisson, du riz, soupe miso et quelques condiments. Et ils vont aussi d'ailleurs notamment manger ceci. Ça, c'est du natto. Le natto, c'est aussi un condiment qui est très bon pour la digestion et la flore intestinale. Et je vais vous montrer quelque chose d'assez improbable, c'est que voilà, je le fais très mal du coup parce qu'à chaque fois que j'essaye d'en manger, ça fait des fils à tout va. C'est de la graine de soja fermentée. Et vraiment, c'est un délire. Hein. Je vais goûter pour vous. Et en plus, j'ai du style. En vrai, ça va, hein, c'est pas mauvais, mais c'est juste que je suis pas habitué à manger aussi salé de bon matin. Mais n'empêche, c'est là que tu te rends compte que le côté culturel du petit déjeuner, il a une importance fondamentale sur la condition de vie des Japonais sur le long terme. Et si on mange bien au Japon, c'est parce qu'on mange peu de produits ultra transformés.
Ce sont des produits modifiés par des procédés industriels. Ils contiennent des additifs, des arômes, des émulsifiants ou des texturants. Les ingrédients utilisés sont souvent ultra raffinés, voire issus de processus chimiques complexes. Leur composition est conçue pour être plus attrayante et addictive au détriment de leur qualité nutritionnelle. Plusieurs études montrent qu'elles ont un effet très néfaste sur la santé, favorisant l'obésité et les maladies comme le diabète. Et aujourd'hui, 60% des apports caloriques aux États-Unis viennent des produits ultra transformés et 30% en France. Au Japon, on serait plus aux alentours de 20%. Et j'ai justement un bon symbole à vous montrer qui est juste derrière moi. Ça se passe dans les combini. Vous savez, les combini, on en a souvent parlé sur la chaîne. C'est des sortes de supermarchés ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut faire plein de choses. C'est papier, imprimer des documents, envoyer des paquets. Bref, on peut aussi acheter évidemment à manger. Je vais vous montrer ça en direct. Par exemple, les onigiri, il y en a aux algues. Et les algues japonaises, c'est trop bon pour la santé. C'est des sources de fibres, ça peut baisser le cholestérol, c'est vraiment top. Et ce que je trouve aussi hyper intéressant, ça par exemple, c'est aussi du riz avec des œufs. Mais il n'y a pas de mayonnaise, il n'y a pas d'acide saturé, il n'y a pas de sucre à tout va. C'est des ingrédients simples, basiques, qui sont bons pour la santé. Et il y a quelque chose d'autre que je trouve intéressant, c'est les portions. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé aux États-Unis, par exemple, quand tu prends un grand menu dans un fast-food, le Coca, il fait cette taille. Ici, c'est un peu comme le lagom en Suède, ni trop peu, ni trop. Tu manges ça avec une banane à la fin, ça te suffit comme repas. Ça fait qu'on mange assez et on mange pas trop de merde en plus de ça. Et en plus de manger équilibré, les Japonais consomment aussi beaucoup de boissons saines. Et même si la bière et le saké sont populaires, la consommation d'alcool par habitant reste inférieure à celle des pays européens. Et elle est en baisse depuis des années. En 1995, un Japonais buvait 100 litres d'alcool par an, contre 75 litres par adulte en 2020. Et ça a posé un problème au trésor nippon. Les recettes fiscales sur l'alcool sont passées de 5% en 1980 à 1,7% en 2020, poussant même le gouvernement à faire une campagne pour inciter les jeunes à boire Saké Viva, ce qui a bien sûr créé la polémique. En plus de poser des problèmes de santé publique, l'alcool contribue à la prise de poids, car il est riche en calories vides, sans nutriments essentiels. Et si l'alcool est consommé avec modération, le thé, lui, est omniprésent dans le quotidien japonais. Japanese green tea, so we don't use any sugar and no milk and no honey, so that it's very healthy. It's good for any food and sweets. And also Japanese tea is contain tea catechins, so that it contribute to reduce for the cholesterol and to lower blood pressure, and some of the more clean of skin because it's contain very much for the vitamin C. But tea is not for the medicine, so no cure for anything. But it's good for improve your health and keep up for the drinking for the everyday, a little by little, for the keep your fit to help. And is it really like in your daily life as a Japanese person that you drink tea? Is it like really daily? Is it like a routine? I drink every day, every morning with breakfast or lunchtime and the night. So every day I drink that. It's depend on the mood. Nowadays we change for the before for the Japanese tea family, like we have Japanese kyushu for the one family for the one kyushu, but right now so it's replaced for the bottled tea, like more easy to buy the for bottled tea in the convenience store and supermarket, more cheap, and but it's good taste, still is a good taste. Un autre secret que j'ai appris sur les Japonais, c'est qu'ils étaient assez actifs physiquement, et ça sans faire beaucoup plus de sport que les autres pays. Ils se déplacent principalement à pied, ce qui les aide à garder la ligne. Et s'ils marchent autant, c'est pour une raison surprenante. La plupart vivent en ville. En 2022, près de 90% des Japonais résidaient dans des zones urbaines. Et le bon exemple pour vous parler de tout ça, c'est la ville de
Tokyo où je suis actuellement, parce que Tokyo c'est quand même un tiers du nombre d'habitants du Japon, hein. On a 40 millions de personnes dans la plus grande ville du monde, la plus grande mégapole. D'ailleurs 70% des Japonais habitent dans 4 aires principales au Japon, et le Tokyoite il se déplace énormément en transport. 9 millions de personnes prennent les transports en commun chaque jour, et du coup dans ces transports tu vas évidemment marcher d'un point A à un point B, tu vas avoir des correspondances, etc., etc. Ce qui fait que les Japonais en moyenne marchent 7000 pas par jour. À titre de comparaison, parce que j'aime les comparaisons, les Français on est en moyenne à 6008, alors qu'on est quand même plutôt des bons marcheurs. Et toujours à titre de comparaison, les États-Uniens ou les Mexicains sont environ à 5000 pas par jour. Il y a 2000 pas de différence chaque journée. Ça peut paraître peu, mais sur du très long terme, vous pouvez vous en douter, ça a un impact sur la silhouette, mais aussi sur la santé. Et d'ailleurs, j'ai vu une étude hyper intéressante il n'y a pas longtemps aussi, en préparant ce sujet-là, sur les villes les plus piétonnes au monde. Dans ce top 10 des villes les plus piétonnes au monde, il y avait 9 villes européennes et une ville non européenne, Tokyo. Ouais, c'est vraiment une ville où on marche énormément. Il y a d'ailleurs aussi beaucoup de gens qui font du vélo. Il y a des parkings immenses à vélo, un peu dans le style d'Amsterdam pour ceux qui y sont déjà allés. On en trouve un peu partout. Bref, vous l'avez compris, au Japon, on marche énormément et ça a forcément un impact positif sur la santé et sur la silhouette. Petite pause dans la vidéo pour vous parler de The Assurance Voyage, idéal pour vos prochains périples, Eimondo. Que ce soit pour une perte de bagages, des retards de vol, des détériorations d'appareils électroniques ou évidemment malheureusement des pépins médicaux, c'est l'assurance voyage que j'utilise depuis quelques mois et que je ne peux que vous conseiller. Je me souviens par exemple avoir eu une petite rage de dents au Canada il y a quelques années. Heureusement que j'avais souscrit une assurance parce que sinon j'en aurais eu pour une facture qui m'aurait coûté bonbon. Plus bonbon, dents, c'est... Yes. Ce que je trouve incroyable avec Eimondo, c'est que la souscription, elle se fait 100% en ligne en 3 clics à peine, sans jargon compliqué. Et ça, on sait que c'est cool quand même par rapport aux assurances, parce que moi, j'ai pas toujours tout compris à ce que je prenais auparavant. Et en plus de ça, tu as quand même une assistance dispo 24/24, 7 sur 7, peu importe où tu seras autour du monde, via une application dédiée, un peu comme WhatsApp, pour pouvoir échanger avec quelqu'un à la moindre galère. Et ça, c'est quand même hyper appréciable. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est une assurance qui est flexible. Tu peux rajouter des options comme par exemple matériel électronique, etc., etc. Regardez le lien en description. Les prix sont carrément abordables et c'est encore plus abordable si tu passes par mon lien parce que tu auras 5% de réduction supplémentaire si tu passes par mon lien et uniquement mon lien en description. En tout cas, ne déconnez pas avec ça, s'il vous plaît, parce que si tu te retrouves au Japon, aux États-Unis ou au Canada par exemple, ça peut vite coûter bonbon de se faire soigner si on a un pépin médical. Donc vraiment, prenez l'assurance voyage pour tous vos voyages, ça vous permettra d'être beaucoup plus serein. Merci à Eimondo de m'accompagner cette année et on continue le voyage. Mais l'alimentation et l'activité physique ne pouvaient pas tout expliquer à eux seuls. J'ai donc continué mes recherches et je me suis rendu compte que c'était plus profond que ça. Si les Japonais sont aussi minces, c'est grâce à un système social et culturel en place depuis des centaines d'années. Une culture construite autour des croyances les plus influentes dans la région, le bouddhisme et le shintoïsme. Et pour comprendre un peu plus cette culture, je me suis rendu dans un temple afin d'interroger Amigo, un guide local. Dans le bouddhisme zen, un des enseignements, il faut savoir ce qui est suffisant. C'est-à-dire tout ce que vous avez, c'est déjà suffisant. Ne demandez plus. C'est un des enseignements de bouddhistes, de zen. Dans notre culture, la consommation trop excessive est mal vue. Et depuis longtemps, on a partagé la nourriture avec les voisins parce que notre pays a subi des dégâts naturels depuis l'Antiquité, comme typhon, comme éruption volcanique, tremblement de terre, sécheresse. Partager la nourriture avec les voisins, c'est une chose très importante dans notre vie. Mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Parce qu'on pourrait se dire que c'est quelque chose d'assez ancien. Est-ce qu'aujourd'hui on est encore dans éviter la surconsommation et partager?
Oui. Un exemple, c'est à l'école, oui. On mange dans la classe, on mange avec les amis de la classe, oui, et on partage la nourriture avec eux. Ça marche comment exactement ça? C'est-à-dire qu'on te donne un grand plat et tu dois partager avec tes copains à l'école? Oui, c'est ça. Et même dans la vie quotidienne à la maison, oui, on prépare le plat principal sur un plat et on partage. Partout dans le Japon, on dit souvent hara hachibu. Hara hachibu, c'est-à-dire 80% de nourriture est suffisant. Mon père m'a dit, si vous mangez trop, vous ne pouvez pas travailler bien. C'est ça, c'est un des enseignements de bouddhistes. L'État a aussi joué un rôle important dans la création de bonnes habitudes dans la population japonaise. Et l'un des meilleurs exemples pour ça, c'est Radio Taiso. En novembre 1928, ce programme national de santé est lancé par l'assurance maladie. Les employés de la poste japonaise ont été les premiers à être appelés à faire de l'exercice chaque matin. Depuis, ces séances de gymnastique sont pratiquées en groupe avant de commencer la journée de travail. L'idée, c'est de réveiller le corps en douceur, d'améliorer la concentration et de créer une bonne dynamique d'équipe. Et c'est un vrai phénomène encore aujourd'hui. Il suffit de regarder sur YouTube, où on trouve des centaines de vidéos de ce type, avec des millions de vues. Ça a permis d'ancrer dans l'esprit des Japonais l'importance d'une activité physique régulière et quotidienne. Mais j'allais apprendre quelque chose de plus sombre sur la minceur des Japonais. Parce que j'ai fait pas mal de recherches sur internet afin de préparer ce petit reportage et je suis un peu tombé des nues quand je suis tombé sur une loi qui existe depuis 2008 au Japon. Cette loi, elle s'appelle la loi Métabo pour métabolisme. Donc depuis 2008, donc c'est quand même pas tout récent, hein, ça fait bientôt 20 ans, elle impose un contrôle médical obligatoire pour les plus de 40 ans. C'est les entreprises et les municipalités qui sont obligés de faire justement contrôler les employés afin de vérifier si le tour de taille des hommes est d'un maximum de 85 cm et le tour de taille des femmes de 90 cm. Si ce tour de taille est supérieur, dans ces cas-là, il y a un suivi médical obligatoire et des conseils nutritionnels qui sont donnés aux gens, parfois accompagnés d'ailleurs de cours de sport en entreprise afin de faire perdre du poids aux employés. Est-ce que vous vous rendez compte de cette information? Ça signifie concrètement qu'il peut y avoir tout de même des discriminations assez fortes dès l'emploi. Parce qu'évidemment, une entreprise, si elle ne respecte pas le seuil maximum de gens en surpoids dans la boîte, elle va avoir des sanctions financières. Donc elle n'a pas trop d'intérêt à recruter quelqu'un malheureusement en surpoids versus quelqu'un qui n'est probablement pas, même s'il a des compétences un peu moins bonnes. On est quand même à un stade qui me paraît assez lunaire mais qui est réel au Japon. Cette loi existe encore aujourd'hui. Elle n'est pas forcément appliquée dans toutes les entreprises, etc. etc. On ne peut pas aller jusqu'à dire que être obèse au Japon est illégal, mais ça n'empêche que si tu restes en surpoids trop longtemps et que la boîte qui te recrute a trop de gens en surpoids, elle s'expose à des sanctions financières. Et je veux même préciser une dernière chose. Aujourd'hui, le terme métabo, dans le langage courant japonais, signifie être en surpoids ou obèse. Donc c'est une loi à la base dont le terme métabo est rentré dans le langage courant pour littéralement dire obèse ou en surpoids, bref, gros. Au Japon, être en surpoids, c'est souvent être jugé. Dans une société où l'image et la minceur sont valorisées, les personnes enrobées font face à une pression sociale constante. Les remarques, les regards insistants, les discriminations à l'embauche ou même dans la vie quotidienne. Cette grossophobie est ancrée dans la culture japonaise. Dans certains médias, les personnes au surpoids sont tournées en dérision, caricaturées ou réduites à leur apparence. Les publicités, spécialement pour les femmes, montrent un idéal de minceur presque inatteignable, et la pression se fait souvent ressentir. A lot of Japanese people think skinny body is very beautiful. Yeah, a lot of guys also love the skinny body. There is a little bit pressure on the magazine. You can see a lot of methods to diet. If the woman gets fat, it means not ugly. Some people think the fat woman or fat guys think it's cannot control about themselves. Et
quand on sait que dans cette société, les sumo sont considérés comme des demi-dieux, on se dit qu'il suffirait simplement de changer de façon de voir les choses, en prenant un mode de vie sain qui n'écrase pas totalement ceux qui ne rentrent pas dans les cases, qui valorise l'équilibre plutôt que l'extrême. Parce qu'au fond, la vraie santé, c'est pas qu'une question de poids, mais aussi de bien-être et d'acceptation de soi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!